Une seule phrase. C'est tout ce qu'il a fallu pour faire exploser la vie de Clara Lemoine. Elle n'a pas été criée. Ce n'était pas une insulte. C'était une correction factuelle, discrète, offerte à un homme qui croyait que les faits étaient ce qu'il décidait qu'ils étaient. Dans la salle à manger feutrée et dorée de l'Orangerie, le restaurant le plus exclusif de Paris, cette seule phrase a coûté à Clara son travail, sa dignité et presque son avenir. Elle n'était qu'une serveuse, une étudiante en droit qui luttait pour payer les factures médicales de sa mère. Il était Julien Dubois, un milliardaire de l'immobilier dont le nom était gravé sur la moitié des bâtiments de la ville. Et alors qu'elle se tenait sur le trottoir, serrant une boîte en carton contenant ses affaires, elle n'avait aucune idée que son licenciement n'était pas une fin, mais le déclenchement d'une bataille qui attendait un champion depuis des décennies. L'air à l'intérieur de l'Orangerie était différent. Il semblait filtré, purifié de la crasse et du bruit de la ville, ne laissant que l'odeur de l'argent, du safran et de l'ambition tranquille. Pendant 2 ans, Clara Lemoine avait respiré cet air, naviguant dans le labyrinthe des tables drapées de lin avec une grâce exercée qui démentait le tumulte de sa propre vie. Le jour, elle était une étudiante en 3e année de droit, enfouie sous les manuels de droit des obligations et des contrats à l'université Panthéon-Assas. La nuit, elle enfilait l'uniforme noir impeccable de l'Orangerie, se transformant en une entité presque invisible, dont le but était d'anticiper les besoins avant qu'ils ne soient exprimés. Ce travail était une bouée de sauvetage. Chaque plat de Saint-Jacques poêlé parfaitement présenté, chaque bouteille de Bordeaux millésimée recommandée se traduisait par un autre paiement pour la montagne de factures médicales sur la table de chevet de sa mère. Sa mère, Éléonore Lemoine, une ancienne professeure d'histoire à l'esprit aussi vif qu'une lame de rasoir, menait une bataille contre une maladie neurologique rare qui nécessitait des traitements expérimentaux non entièrement couverts par l'assurance maladie et leurs mutuelles complémentaires. Alors Clara souriait. Elle servait et elle endurait, chaque pourboire étant méticuleusement mis de côté, chaque euro compté. Son patron, Marc Théron, était un homme perpétuellement au bord de la crise de nerfs. Il n'était pas une mauvaise personne, mais il était faible, un homme dont toute l'estime de soi était liée à l'étoile Michelin qu'il convoitait si désespérément. Il voyait son restaurant non pas comme un lieu d'hospitalité, mais comme une scène, et chaque soir était une représentation. Les clients étaient le public. Les critiques étaient les dieux et son personnel étaient les machinistes qui ne devaient jamais, au grand jamais, manquer une réplique. Ce soir-là, la tension était encore plus palpable. Marc avait passé la journée à inspecter chaque détail, de la symétrie des couverts à la température du champagne, son anxiété se propageant au personnel comme une contagion. Clara, avait-il sifflé lors du briefing d'avant-service ce mardi fatidique, ses yeux balayant la liste des réservations. Table 7, Julien Dubois. Vous connaissez le protocole. Rien n'est trop. L'homme possède l'immeuble, le quartier, et probablement l'air que nous respirons. S'il veut la lune sur un plateau, vous trouvez une échelle. Clara avait hoché la tête, son expression placide. Bien sûr, Marc. Elle connaissait Julien Dubois. Tout le monde le connaissait. C'était un titan de l'industrie, un homme dont le visage suffisant ornait les couvertures des magazines économiques. Il était connu pour ses OPA hostiles et sa collection de propriétés de luxe, et selon la rumeur, de gens de luxe. Il dînait à l'Orangerie 1 fois par mois, toujours à la même table d'angle isolé, toujours avec un entourage de sycophantes ou une femme d'une beauté stupéfiante qui avait invariablement disparu lors de sa visite suivante. L'attente de son arrivée était un rituel en soi, un silence particulier tombant sur le personnel alors que l'heure approchait. Marc devenait encore plus agité, lissant son costume, vérifiant sa montre toutes les 30 secondes. Pour Clara, c'était un test d'endurance, une performance où elle devait effacer sa propre existence pour devenir une extension de la volonté du client. Elle avait appris à lire les micro-expressions, à anticiper le besoin d'eau avant même que la soif ne se fasse sentir, à savoir quand s'approcher et quand disparaître dans l'ombre. Ce soir, Dubois est arrivé avec 2 autres hommes en costume brutalement cher. Dubois menait la marche, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés coiffés en arrière sur un front bronzé, et des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver, froid et vide. Il ne marchait pas. Il glissait, dégageant une aura de droit absolu et inébranlable. Pendant la première heure, le service fut impeccable. Clara était un fantôme, ses mouvements fluides et silencieux. Les verres d'eau n'étaient jamais vides. Les assiettes étaient débarrassées à l'instant où la dernière bouchée était prise. Elle a récité les plats du jour avec la passion d'une poétesse et la précision d'une chirurgienne, sa connaissance du menu, de l'origine des tomates anciennes au processus de braisage de 10 heures de la côte de bœuf, étant impeccable. Elle sentait le regard de Marc la suivre à travers la salle, une pression constante qui la rappelait à l'ordre. Chaque plat qu'elle servait à la table s'était d'abord inspecté par lui en cuisine, chaque bouteille de vin présentée avec une cérémonie quasi religieuse. Les invités de Dubois semblaient s'abreuver de sa puissance,
riant un peu trop fort à ses blagues, acquiesçant avec ferveur à chacune de ses opinions. Clara se concentrait sur les rituels du service, le pliage des serviettes, le polissage d'un verre, des gestes minuscules qui l'ancraient dans le présent et la protégeaient du venin subtil qui émanait de cette table. Le problème a commencé avec le vin. L'un des invités de Dubois, un homme plus jeune désireux d'impressionner, admirait l'architecture. « C'est magnifique, Julien. Un véritable chef-d'œuvre art déco. On dit que l'architecte d'origine, Édouard Garnier, l'a conçu comme son magnum opus en 1928. » Dubois laissa échapper un petit rire dédaigneux. Il fit tourner le liquide rouge foncé dans son verre, la bouteille de Château Margaux à 4000 € ressemblant à du jus de raisin dans sa main. « Une idée fausse courante, dit-il de sa voix de baryton grave, destinée à porter. Garnier était un tâcheron. Il a manqué d'argent à mi-parcours. Mon grand-père, Arthur Dubois, a racheté le projet et a fait appel à son propre visionnaire pour le terminer. L'âme de ce bâtiment, les détails qui comptent, c'est du sang Dubois, pas du Garnier. » Clara était à proximité, en train de décanter une deuxième bouteille. Ses mains se figèrent une fraction de seconde. C'était un instinct qu'elle ne pouvait pas réprimer. Sa mère, dans ses jours de meilleure santé, avait coécrit un livre de référence sur l'histoire architecturale de Paris. Le chapitre sur Édouard Garnier était sa spécialité. Clara avait grandi en entendant les histoires, en voyant les plans originaux, en apprenant la lutte tragique de Garnier contre la faillite, une lutte qu'il a finalement gagnée, lui permettant de terminer le bâtiment exactement selon ses spécifications 2 ans avant sa mort. L'affirmation de Dubois n'était pas seulement fausse. C'était un effacement délibéré et arrogant de l'héritage d'un homme. Elle n'a rien dit. Ce n'était pas sa place. Son travail consistait à verser le vin, à sourire et à rester invisible. Elle a fini de décanter et s'est approchée pour remplir le verre de Dubois, mais le jeune homme a insisté. Est-ce vrai? Tous les livres d'histoire créditent entièrement Garnier. Dubois eut un sourire narquois, une torsion cruelle de ses lèvres. Les livres d'histoire ont été écrits par des universitaires. Ma famille a fait l'histoire. Nous n'avons simplement pas pris la peine de corriger les notes de bas de page. Il prit une gorgée de vin, ses yeux brillant d'une satisfaction suffisante. Et c'est là que c'est arrivé. Ce n'était pas prévu. C'était une rébellion silencieuse, une défense d'une vérité que sa mère tenait pour sacrée. En versant le vin, sa voix basse et respectueuse, mais claire comme du cristal, Clara dit « En fait, monsieur, Édouard Garnier a obtenu un financement de dernière minute d'un mécène privé. Les archives de la ville conservent ses plans finaux signés de 1930, et ils correspondent parfaitement aux corniches et aux détails de la façade du bâtiment. C'est l'un des rares projets de l'époque de la Grande Dépression à avoir été achevé par son architecte d'origine. » Le silence qui s'abattit sur la table fut instantané et absolu. C'était comme si elle avait laissé tomber un plateau de cristal inestimable. Les deux invités la dévisagèrent, leur visage un mélange de choc et d'horreur. Dubois posa lentement son verre. Il tourna la tête et la regarda vraiment pour la première fois de la soirée. Ce n'était pas un regard de curiosité. C'était un regard d'offense profonde et glaciale, comme si un meuble venait de parler à tort et à travers. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» demanda-t-il, sa voix dangereusement douce. Le cœur de Clara martelait contre ses côtes, mais sa formation en droit prit le dessus. « Énoncez les faits. Restez calme. Ne montrez aucune émotion. Mes excuses, monsieur. Je ne voulais pas interrompre. Je m'intéresse simplement à l'architecture locale. Vous vous intéressez ?» répéta-t-il, les mots dégoulinant de condescendance. Il la toisa de haut en bas, observant son simple uniforme noir, son badge nominatif. « Clara, vous vous intéressez à me corriger ? » ?»« Pas du tout, monsieur. J'ai simplement. Vous avez simplement insinué que je suis un menteur devant mes invités. » Il posa sa serviette sur la table avec une finalité délibérée. Le repas était terminé. « Marc » hurla-t-il, sa voix claquant soudain comme un fouet dans la salle à manger sereine. Marc Théron fut à la table en quelques secondes, le visage pâle, un sourire de sycophante frénétique plaqué sur ses lèvres. « Monsieur Dubois, est-ce que tout va bien ? Le vin n'est pas à votre goût ?» Dubois ne le regarda pas. Ses yeux froids étaient toujours rivés sur Clara. « Votre serveuse, » dit-il en la pointant du doigt comme si elle était un insecte, a un problème de mémoire. Elle semble se prendre pour une professeure d'histoire. Moi, par contre, j'ai un problème avec l'insolence et j'ai une excellente mémoire. Je me souviens de chaque personne qui me manque de respect. Il tourna enfin son regard glacial vers Marc. « Virez-la. Maintenant. » Le sourire de Marc s'évapora. Il regarda le visage de granit de Dubois, puis celui, stoïque, de Clara. La panique éclata dans ses yeux. C'était son étoile Michelin, sa réputation, l'œuvre de sa vie qui menaçait de partir en fumée.
Monsieur Dubois, je suis tellement désolé. 1000 excuses. Elle est nouvelle. Elle ne. Je m'en fiche, le coupa Dubois. Elle est finie. Ôtez-la de ma vue, ou non seulement je ne dînerai plus jamais ici, mais je veillerai personnellement à ce que chaque critique gastronomique, chaque investisseur et chaque personne d'influence dans cette ville sache que l'Orangerie est un endroit où le personnel insulte la clientèle. Sommes-nous clairs? La menace, à la fois explicite et implicite, était suffocante. Marc Théron s'effondra. Il se tourna vers Clara, ses yeux suppliants un instant, puis se durcissant par instinct de survie. Clara, dans mon bureau. Maintenant. Clara ne regarda plus. Dubois. Elle hocha simplement la tête, posa la bouteille de vin sur la table de service et s'éloigna, le dos droit, la tête haute. Mais à l'intérieur, son monde soigneusement construit volait en éclats. En passant devant les autres tables, elle pouvait sentir les regards, entendre les chuchotements. Elle n'était plus une servante invisible. Elle était un spectacle. Dans le bureau exigu et surchauffé de Marc, les mots furent courts et brutaux. « Tu es virée, Clara. Je n'ai pas le choix. » Il a menti, Marc. C'était un mensonge flagrant. Je me fiche qu'il ait dit que le ciel était vert. On ne corrige pas Julien Dubois. On ne le fait tout simplement pas. À quoi pensais-tu? Je pensais à la vérité. La vérité? Marc rit, un son amer et désespéré. La vérité, c'est qu'il paie mon loyer. La vérité, c'est qu'un seul de ces coups de fil pourrait me ruiner. Ta vérité vient de te coûter ton travail. Il lui tendit une petite boîte en carton. Prends tes affaires dans ton casier. Sors par l'arrière. Je ne veux plus qu'il te voie. 10 minutes plus tard, Clara se tenait dans une ruelle sordide, l'odeur des ordures et de la vieille graisse remplaçant le safran et l'ambition de l'orangerie. Le bruit de la ville s'abattit sur elle. Dans la boîte se trouvaient ses baskets usées, un tablier de rechange et un exemplaire du code civil qu'elle gardait pour lire pendant ses pauses. L'air du soir était frais, mais elle sentit un frisson qui lui pénétra jusqu'aux os. Elle regarda son téléphone, un rappel par SMS pour le prochain rendez-vous de sa mère chez le spécialiste. La facture s'élèverait à plus de 2000 €. Elle n'avait pas seulement perdu un emploi. Elle avait perdu pied au bord de la falaise effritée de sa vie, et l'homme qui l'avait poussée était maintenant de retour dans sa cage dorée, sirotant son vin cher, sa réalité intacte, son pouvoir absolu. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Les premières 24 heures furent un brouillard de panique silencieuse et suffocante. Clara accomplit les gestes d'une journée normale, une performance pour un public unique, sa mère. Elle prépara le petit déjeuner méticuleusement, dosant les médicaments de sa mère, et discuta d'une affaire juridique qu'elle étudiait avec un enthousiasme fin qui lui donnait l'impression d'avaler du sable. Sa mère, Éléonore Lemoine, l'observait depuis le fauteuil usé de leur petit salon ensoleillé. Le corps d'Éléonore la trahissait peut-être, mais son esprit était plus vif que jamais. Elle remarqua la nouvelle tension dans les épaules de Clara, le léger tremblement dans ses mains alors qu'elle versait le café. « Quelque chose ne va pas, ma chérie, » dit Éléonore, sa voix un peu plus douce qu'auparavant, mais tout aussi perspicace. « Tu plaides pour le demandeur, mais tes yeux supplient pour la défense. » Clara força un sourire. Juste une étude de cas difficile, une responsabilité complexe. Elle ne pouvait pas lui dire. Pas encore. Elle ne pouvait pas ajouter le poids de son propre échec au fardeau déjà lourd de sa mère. Le mensonge avait un goût amer, une autre petite parcelle de son intégrité ébréchée par les événements de la veille. Après avoir installé sa mère avec un livre, Clara se retira dans sa minuscule chambre et affronta la dure réalité. Elle consulta son compte bancaire en ligne. Le chiffre qui s'affichait était terrifiant de petitesse. Elle avait assez pour le loyer et les courses du mois, mais la prochaine facture médicale était un sommet insurmontable. Elle passa des heures à parcourir les offres d'emploi pour des postes de serveuse, mais rien ne payait aussi bien que l'orangerie. Rien ne serait suffisant. L'injustice de la situation était un charbon ardent dans son estomac. Ce n'était pas seulement le licenciement. C'était la manière dont cela s'était produit. La cruauté désinvolte, le pouvoir absolu que Dubois exerçait, le pouvoir d'effacer les moyens de subsistance d'une personne pour un égo froissé. Elle avait été renvoyée comme un appareil défectueux. Ses années de travail acharné, son dossier parfait, sa dignité, tout cela annulé en un instant, parce qu'elle avait osé posséder un fait qu'un milliardaire ne possédait pas. Elle rejoua la scène dans son esprit, la disséquant avec la précision détachée d'une étudiante en droit. S'agissait-il d'un licenciement abusif? Possiblement, mais en France, bien que le droit du travail soit protecteur, prouver une faute de l'employeur dans ce contexte serait complexe. Il pourrait invoquer une perte de confiance ou une insubordination. Prouver que son licenciement était une conséquence directe de son refus d'être complice du mensonge de Dubois serait une bataille difficile,
Une guerre d'usure qu'elle ne pouvait pas se permettre de mener. Sa parole contre celle d'un milliardaire. C'était voué à l'échec. Le désespoir commença à s'installer, un brouillard froid et rampant. Le monde semblait truqué, un jeu joué avec des dés pipés où des gens comme Julien Dubois possédaient le casino. Elle ferma son ordinateur portable, le poids de tout cela l'écrasant. Elle se sentait petite, impuissante et totalement seule. Ce soir-là, alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller derrière sa fenêtre, son téléphone vibra. C'était un numéro inconnu, un préfixe élégant et professionnel qu'elle ne reconnaissait pas. Probablement un appel indésirable. Elle l'ignora. Il vibra de nouveau, avec insistance. Avec un soupir d'agacement, elle répondit, prête à raccrocher. « Allô, est-ce que je parle à Clara Lemoine ?» La voix à l'autre bout du fil était masculine, calme et impeccablement articulée. C'était une voix qui commandait l'attention sans élever le ton. « Qui est à l'appareil ?» demanda Clara, d'un ton méfiant. « Je m'appelle David Martin. Je suis avocat au cabinet Martin, Whittaker et Doyle. J'étais client à l'orangerie hier soir. J'étais assis au bar. » L'esprit de Clara s'emballa. Elle se souvenait vaguement d'un homme au bar, impeccablement vêtu d'un costume sombre, lisant sur une tablette. Il avait été silencieux, observateur, et n'avait commandé que de l'eau gazeuse avec un quartier de citron vert. Elle ne lui avait pas prêté beaucoup d'attention. « J'ai vu ce qui s'est passé, » continua la voix, et le calme dans son ton fut soudain imprégné d'une intensité d'acier. « J'ai vu tout l'échange avec la table de M. Dubois. Je vous ai vu vous faire licencier. » Clara s'assit sur son lit, son cœur commençant à battre à un rythme différent, non pas d'anxiété, mais d'un espoir prudent et inconnu. « D'accord, » dit-elle lentement, ne sachant que dire d'autre. « Mademoiselle Lemoine, ce qui vous est arrivé n'est pas seulement injuste, c'est inadmissible. Je suis spécialisé en droit du travail, mais plus spécifiquement, je me spécialise dans les cas impliquant ce que nous appelons l'abus de pouvoir. Ce n'est pas un terme juridique, remarquez. C'est un terme personnel. » Il y eut une brève pause. « Je veux vous représenter. » Clara fut frappée de mutisme. Un avocat d'un grand cabinet parisien voulait la représenter. Elle, une serveuse licenciée. « Je n'ai pas les moyens de payer un avocat, » balbutia-t-elle, les mots ayant un goût de cendre, surtout pas d'un cabinet comme le vôtre. « Vous ne paierez pas un centime, » dit David Martin, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Nous prendrons votre affaire sur la base d'un honoraire de résultat. Cela signifie que nous ne sommes payés que si nous gagnons. Et plus que cela, je finance personnellement les frais de justice initiaux. Considérez cela comme un investissement. » C'était trop beau pour être vrai. Il devait y avoir un piège. « Pourquoi ?» demanda Clara, le seul mot suspendu dans l'air, rempli de suspicion et d'un désir désespéré de croire. « Pourquoi feriez-vous cela pour une inconnue ?» La ligne resta silencieuse un long moment. Quand David Martin reprit la parole, le vernis professionnel avait légèrement craqué, remplacé par quelque chose de plus dur, de plus personnel. Disons simplement que M. Julien Dubois et moi avons une histoire commune. Son nom sur un dossier a une signification particulière pour moi. Ce qu'il vous a fait hier soir n'était pas un incident isolé. C'est un schéma. C'est ce qu'il fait. Il écrase les gens pour se sentir grand. Il prit une inspiration. J'étais assis là, à le regarder, et je vous ai vu. Vous ne vous êtes pas aplati. Vous n'avez pas tremblé. Vous avez tenu bon avec dignité et un fait. Il a essayé de vous rabaisser, et vous avez refusé. À ce moment-là, mademoiselle Lemoine, vous êtes devenue la personne parfaite pour m'aider à rappeler à M. Dubois que peu importe la hauteur de la tour, ses fondations reposent toujours sur le sol. Et les fondations peuvent se fissurer. Clara sentit une montée d'adrénaline, un sentiment qu'elle n'avait pas réalisé avoir perdu, la volonté de se battre. C'était une bouée de sauvetage folle, improbable, lancée au moment le plus sombre. Un avocat de haut vol, une vendetta personnelle contre l'homme même qui l'avait ruiné. Cela ressemblait à une scène tirée d'un des thrillers juridiques qu'elle lisait pour le plaisir. « Je dois savoir, mademoiselle Lemoine. » La voix de David redevint sèche, purement professionnelle. « Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout ? Ils se défendront. Ils essaieront de vous discréditer, de vous peindre comme une opportuniste, une instable, une menteuse. Ça va devenir sale. Mais si vous êtes prête à vous battre, je vous donnerai l'arsenal. » Clara regarda sa petite chambre, les piles de livres de droit, la photo encadrée de sa mère souriante sur son bureau. Elle pensa au visage suffisant et cruel de Dubois. Elle pensa à la lâcheté de Marc Théron, et elle pensa à cette unique phrase de vérité, silencieuse, qui lui avait tout coûté. Peut-être était-il temps que cette vérité se fasse un peu plus entendre. « Oui, dit-elle, sa voix claire et stable pour la première fois en une journée.
Je suis prête à me battre. Bien, répondit David Martin. Une pointe de sourire se glissa dans sa voix. Soyez à mon bureau demain matin, 9 heures précises. Nous avons du travail. Et s'il vous plaît, appelez-moi David. Quand elle raccrocha, le silence dans sa chambre était différent. Ce n'était plus le silence du désespoir. C'était le calme avant la tempête. Les bureaux de Martin, Whittaker et Doyle se trouvaient au 45e étage d'un gratte-ciel de verre et d'acier étincelant à la Défense, à des années-lumière des amphithéâtres au sol collant et des boxes de bibliothèque exiguës de la vie étudiante de Clara. L'air ici était le même qu'à l'orangerie, filtré et cher, mais il était imprégné d'une odeur de cuir, d'ambition et de combat intellectuel, pas de safran. Clara, vêtue de son seul blazer décent, sentit une vague de syndrome de l'imposteur la submerger alors qu'on la conduisait à travers un labyrinthe de bureaux aux parois de verre jusqu'à une suite d'angles avec une vue panoramique sur Paris. Dominant l'horizon, ironiquement, se dressait la tour du Bois, un monument à l'homme qu'elle s'apprêtait à défier. David Martin se leva pour l'accueillir. En personne, il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être dans la fin de la trentaine, avec des yeux vifs et intelligents et un air d'énergie contenue. Il n'était ni grand ni physiquement imposant, mais il dégageait une confiance si absolue qu'elle semblait altérer la gravité de la pièce. « Clara, merci d'être venue, » dit-il en lui serrant fermement la main. « Un café. »« S'il vous plaît, » dit-elle, la voix un peu tendue. Il lui fit signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir moelleux, en face de son immense bureau en acajou. Le bureau lui-même était vide, à l'exception d'un ordinateur portable et d'un unique dossier en manille immaculée. Son nom était tapé sur l'onglet « Lemoine, Clara ». « Ne perdons pas de temps, » commença David en s'asseyant et en ouvrant le dossier. « Je veux être totalement transparent avec vous. Mon intérêt dans cette affaire est double. Premièrement, ce qui vous est arrivé est un cas manifeste de licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondé sur un environnement de travail hostile et abusif, culminant en un congédiement vexatoire. C'est un combat difficile, mais gagnable. Deuxièmement, il marqua une pause, son regard s'intensifiant, c'est Julien Dubois lui-même. Il se pencha en avant, son masque professionnel glissant juste assez pour que Clara puisse voir le feu froid qui couvait en dessous. Il y a 20 ans, mon père possédait une petite mais prospère entreprise de construction, Martin et Fils BTP. Nous étions de bons et honnêtes constructeurs. Julien Dubois, alors simple promoteur immobilier agressif, a lancé une OPA hostile. Il a utilisé toutes les sales combines possibles, espionnage industriel, propagation de fausses rumeurs pour effrayer les investisseurs, noyant mon père sous des procès futiles qu'il ne pouvait pas se permettre de financer. Il a saigné mon père à blanc, a racheté son entreprise pour une bouchée de pain, puis l'a démantelée, vendant les actifs et licenciant tout le monde. Mon père a été ruiné. Il a tout perdu. Il est mort d'une crise cardiaque 6 mois plus tard. J'avais 15 ans. L'histoire flotta dans l'air entre eux, brute et lourde. Clara comprit enfin. Ce n'était pas juste une affaire pour David Martin. C'était un règlement de compte. Dubois construit son empire sur les décombres de la vie des autres, continua David, sa voix retrouvant son calme professionnel, mais avec une inflexion plus dure. Il voit les gens comme votre patron, Marc Théron, comme des pions, et il voit les gens comme vous comme de la poussière. Il n'imagine jamais que la poussière puisse un jour lui entrer dans les yeux. Il poussa un document sur le bureau. Ceci est notre convention d'honoraires. Elle confirme notre arrangement au résultat. Lisez-la attentivement. Mais notre stratégie va au-delà d'un simple procès au prud'homme. Clara passa l'heure suivante totalement captivée, alors que David exposait son plan. C'était brillant, audacieux et à plusieurs volets. D'abord, nous engageons la procédure, expliqua-t-il. Mais nous n'attaquons pas seulement pour licenciement abusif. C'est une broutille pour lui, une nuisance qu'il peut balayer d'un revers de main. Nous attaquons pour plus. Nous ajoutons la diffamation. Il a publiquement et bruyamment insinué que vous étiez incompétente. Nous ajoutons l'abus de pouvoir. Ces actions malveillantes ont directement conduit à la rupture de votre contrat de travail avec l'Orangerie. Et nous les attaquons tous les deux. Vous contre Julien Dubois et le groupe L'Orangerie. Pourquoi attaquer Marc ? Demanda Clara. Il avait juste peur. La peur n'est pas une défense juridique, Clara, dit sèchement David. Marc Théron a fait un choix. Il a choisi de protéger un tyran plutôt que de protéger son employé. Il est le levier que nous utiliserons pour mettre la pression sur Dubois. Dubois ne se soucie ni de vous, ni de Marc, ni du restaurant. Il ne se soucie que d'une chose, son image, sa marque. Le mythe de l'infaillible et intouchable Julien Dubois. Et c'est là que nous allons attaquer. Il fit pivoter son ordinateur portable. À l'écran se trouvait le profil méticuleusement documenté d'une femme nommée Geneviève Moreau.
Geneviève Moreau, dit David, est la blogueuse culinaire et critique culturelle la plus influente et la plus redoutée de Paris. Son blog, La Fourchette Dorée, peut faire ou défaire un restaurant du jour au lendemain. Elle est aussi farouchement anti-grand groupe, anti-harcèlement et une ardente défenseur des travailleurs de la restauration. Elle déteste les hommes comme Julien Dubois. Le plan commença à se cristalliser dans l'esprit de Clara. Ce n'était pas seulement une bataille juridique. C'était une guerre de relations publiques. Une fois que nous aurons déposé notre plainte, continua David, nous donnerons une information exclusive et officieuse à Geneviève. Pas les documents juridiques. Nous lui donnerons une histoire. L'histoire d'une étudiante en droit travailleuse qui s'occupe de sa mère malade, publiquement humiliée et licenciée illégalement par un milliardaire capricieux pour avoir osé énoncer un fait historique. Nous présenterons cela parfaitement. Nous ferons de vous l'héroïne. Nous ferons de lui le méchant. C'était agressif. C'était risqué. Cela pouvait se retourner contre eux de façon spectaculaire. « Que attendez-vous de moi » demanda Clara, le cœur battant la chamade. « Tout » répondit David. « J'ai besoin que vous écriviez chaque détail de votre emploi à l'orangerie. Chaque évaluation de performance positive. Chaque fois que Marc vous a félicité, et chaque détail de l'incident avec Dubois, les mots exacts, le ton de sa voix, les réactions de ses invités. J'ai besoin de munitions. Et ensuite, j'ai besoin que vous disparaissiez. » Disparaître. Passer en mode silence radio. Ne parlez de ça à personne. Ne postez rien sur les réseaux sociaux. Quand l'histoire éclatera, les journalistes essaieront de vous trouver. Marc essaiera de vous appeler. Les gens de Dubois pourraient même essayer de vous approcher. Vous ne dites rien. Toutes les communications passent par moi. Vous devez être la victime digne et lésée. Plus vous serez silencieuse, plus l'histoire criera fort. Pendant les 3 heures suivantes, ils travaillèrent. Clara, avec son esprit juridiquement entraîné, raconta les événements avec une mémoire quasi parfaite. David tapait, ses doigts volant sur le clavier, s'arrêtant parfois pour poser une question pointue qui ferait ressortir un autre détail crucial. Il forgeait une arme, et Clara fournissait l'acier brut. Quand elle quitta son bureau, le soleil était haut dans le ciel. Elle tenait une épaisse liasse de documents, sa copie de la convention d'honoraires sur le dessus. Elle se sentait transformée. La peur et l'impuissance de la veille avaient été consumées, remplacées par un sentiment de mission et une résolution terrifiante et exaltante. Elle n'était plus seulement une victime. Elle était une cliente, une plaignante. Elle était la clé d'une bataille que David Martin attendait de mener depuis la moitié de sa vie. En sortant dans la rue, elle leva les yeux vers le sommet lointain et arrogant de la tour du bois. Elle ne paraissait plus si imposante. David Martin lui avait donné une épée. Il était maintenant temps de l'aiguiser. Le lendemain matin, Clara était au chevet de sa mère, lui lisant un passage d'un livre d'histoire lorsque son téléphone vibra, affichant un SMS de David. Il ne contenait qu'une seule phrase. La saisine a été déposée. Le compte à rebours est lancé. Une secousse la traversa. C'était réel. La machine judiciaire, aussi lente et lourde soit-elle, avait été mise en marche. La stratégie de David reposait entièrement sur le timing et l'impact psychologique. Il n'avait pas choisi un huissier de justice au hasard pour remettre les assignations. Il avait choisi de les remettre lui-même, et il n'avait pas choisi de le faire discrètement. Il avait choisi de le faire à 12h30 un mercredi, au plus fort du service du déjeuner à l'orangerie. À 12h30 précise, Marc Théron était dans son élément. La salle à manger était pleine, une symphonie de conversations feutrées et de tintements d'argenterie. Il flattait une table d'investisseurs, riant un peu trop fort à leurs blagues, quand il vit David Martin franchir la porte. Marc ne savait pas qui il était, mais il reconnut instantanément le type. Le costume était un Tom Ford. Les chaussures étaient des souliers italiens cousus main. La montre à son poignet était une Patek Philippe. C'était de la vieille fortune ou de la nouvelle fortune puissante. C'était exactement le type de clientèle qu'il voulait attirer. Il s'excusa auprès des investisseurs et se dirigea vers l'entrée, son sourire d'hôte prêt. « Bonjour, monsieur. Bienvenue à l'orangerie. Avez-vous une réservation ?» David Martin lui offrit un sourire poli, presque apitoyé. « Pas de réservation, monsieur Théron. Je ne suis pas ici pour la nourriture. Je suis ici pour vous. » De sa mallette en cuir élégante, David sortit 2 épaisses enveloppes de format légal. Il en tendit une à Marc. « Marc Théron, » dit-il, sa voix calme mais résonnante, portant juste assez pour être entendu par les tables environnantes. « Vous êtes assigné. » Marc fixa l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. Son sourire vacilla. « Assigné. Qu'est-ce que c'est ? C'est une blague. »
Je vous assure que ce n'en est pas une, dit David, ses yeux balayant la salle à manger qui s'était tue. Les tables voisines s'étaient tues, les conversations s'interrompant alors que les clients s'efforçaient de suivre le drame qui se déroulait. Ceci est une assignation et une plainte. Une action en justice a été intentée contre vous et le groupe L'Orangerie par ma cliente, mademoiselle Clara Lemoine. Le nom frappa Marc comme un coup de poing. Clara? Vous la représentez? Pourquoi? Un malentendu. Ma cliente ne considère pas son licenciement illégal et sa diffamation publique comme un malentendu, répondit froidement David. Il leva alors la seconde enveloppe, encore plus épaisse. Et celle-ci est pour votre invité d'honneur, monsieur Julien Dubois. J'espérais la lui remettre en personne, mais comme il n'est pas là, je vous fais confiance pour la lui transmettre. C'est une plainte similaire avec quelques chefs d'accusation supplémentaires pour rupture abusive de contrat et immixtion dommageable. Je suis sûr que ces avocats trouveront cela fascinant. Le visage de Marc était devenu exsangue. Il tenait une grenade juridique au milieu de son restaurant bondé. Il pouvait sentir les yeux de ses clients, de ses investisseurs sur lui. Les chuchotements étouffés commencèrent à se propager de table en table comme un virus. « Vous ne pouvez pas faire ça ici », siffla Marc, sa voix tremblant d'un mélange de rage et de panique. « Vous perturbez mon service. »« Votre service était déjà perturbé, monsieur Théron, » dit David, sa voix baissant à un ton confidentiel, presque sympathique. Il a été perturbé au moment où vous avez choisi de protéger l'ego d'un tyran plutôt que les droits de votre employé. Vous voyez, le problème avec les choix, c'est qu'ils ont des conséquences. Ceci, dit-il en tapotant l'enveloppe dans la main de Marc, est une conséquence. Il jeta un dernier regard panoramique sur la salle à manger, croisant le regard de quelques-uns des clients les plus en vue qu'il reconnut. Il hocha légèrement la tête, une annonce silencieuse que le spectacle était terminé pour le moment. Mes coordonnées sont sur l'assignation. Je vous conseille de demander à votre avocat de m'appeler. Bon déjeuner. Et sur ce, David Martin se retourna et sortit, laissant un cratère de silence et de spéculation dans son sillage. Marc Théron resta figé, les enveloppes serrées dans sa main aux jointures blanches. La symphonie de sa salle à manger s'était transformée en une cacophonie de ragots. Sa performance parfaite était en ruine. 20 minutes plus tard, un Marc paniqué était au téléphone avec l'assistante personnelle de Julien Dubois, exigeant de lui parler. Quand Dubois prit enfin la ligne, sa voix était ennuyée et lasse. « J'espère que c'est important, Marc. »« Julien, monsieur Dubois, nous avons un problème, » balbutia Marc. « Clara, la serveuse, elle nous poursuit. »« Elle vous poursuit. Un avocat superclasse vient d'entrer ici et de me signifier les papiers au milieu du déjeuner. » Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Puis Dubois laissa échapper un rire court et sec. « La serveuse ? C'est de ça qu'il s'agit ? Ne sois pas si dramatique, Marc. C'est une tentative d'extorsion. C'est une moins que rien qui cherche à se faire de l'argent. Vous n'avez pas vu ce type, Julien. Il était sérieux. Le dossier est épais. Diffamation, immixtion dommageable. Les avocats adorent utiliser de grands mots. C'est comme ça qu'ils justifient leurs honoraires, dit Dubois avec dédain. Mon équipe juridique va écraser cette petite insecte. Envoyez les papiers à mon bureau. Proposez-lui 5 000 € pour signer une clause de confidentialité et disparaître. Si elle refuse, nous la noierons sous les frais de justice jusqu'à ce qu'elle supplie d'abandonner. Maintenant, arrêtez de me faire perdre mon temps. Je suis en pleine réunion du conseil d'administration. La ligne se coupa. Marc resta dans son bureau, la tonalité bourdonnant à son oreille. L'arrogance désinvolte de Dubois ne lui offrait aucun réconfort. Il avait vu le regard dans les yeux de David Martin. Ce n'était pas le regard d'un avocat cherchant à extorquer de l'argent. C'était le regard d'un chasseur qui venait de coincer sa proie. Et Marc commençait à réaliser, avec une horreur naissante et écœurante, qu'il était piégé dans le coin avec lui. Le son de ce papier signifié était l'écho d'un choix qu'il avait fait, et il devenait de plus en plus fort à chaque minute. Julien Dubois rejeta le procès comme une contrariété de niveau moustique. Il transmit l'assignation à son service juridique, un étage de requin d'entreprise impitoyable chez Dubois Entreprises, avec une note de 2 mots, « Réglez ça ». Pour lui, c'était une transaction mineure, un parasite à exterminer avec la force écrasante de ses ressources financières. Son avocat principal, un homme nommé Robert Leclerc, qui avait fait carrière en faisant disparaître les problèmes de Dubois, suivit le manuel du milliardaire. Il envoya une lettre au cabinet de David Martin, qui suintait la condescendance. Elle qualifiait les affirmations de Clara de « frivoles et sans fondement », et faisait une offre pour la valeur de la nuisance de 7 500 €,
conditionné à la signature par Clara d'un accord de confidentialité complet qui lui interdirait de jamais parler de Dubois ou de l'orangerie à nouveau. David Martin scanna simplement la lettre, un mince sourire jouant sur ses lèvres, et dicta une réponse d'une seule phrase à son assistante. Maître Martin décline respectueusement votre offre parcimonieuse. Pendant que l'équipe juridique de Dubois préparait des requêtes en irrecevabilité, David exécutait la deuxième phase de son attaque. Il passa un appel à Geneviève Moreau. Il ne lui donna pas les documents juridiques. Il ne lui donna pas de faits vérifiables. Il lui donna, comme promis, une histoire. Il peignit un tableau vivant. Les salles sacrées de l'orangerie, le milliardaire arrogant, la serveuse discrète et érudite défendant une vérité historique, sa mère malade, le licenciement public et brutal. Il donna à Geneviève le récit, sachant que ses propres compétences d'investigation déterreraient les détails. 3 jours plus tard, un vendredi matin, un article intitulé « Le milliardaire, la serveuse et le goût amer de la vérité » fut publié sur la Fourchette dorée. C'était un chef-d'œuvre de journalisme narratif. Moreau avait parlé à 2 autres anciens employés de l'orangerie, anonymement bien sûr, qui confirmèrent le style de gestion obsessionnel et craintif de Marc Théron et le comportement grossier de Dubois en tant que client. Elle avait même déniché une brève mention des travaux académiques d'Éléonore Lemoine sur Édouard Garnier dans une ancienne revue d'architecture, conférant à la correction de Clara une crédibilité inattaquable. L'histoire n'était pas présentée comme un litige juridique, mais comme une pièce de moralité. C'était David contre Goliath, l'intégrité contre l'arrogance, la classe laborieuse contre l'élite intouchable. La prose de Moreau était acérée, élégante et dévastatrice. Elle terminait l'article par un paragraphe poignant. L'orangerie, un restaurant qui se targue de la perfection, semble avoir oublié l'ingrédient le plus crucial de toute expérience gastronomique raffinée, la décence humaine la plus élémentaire. Et pour Julien Dubois, un homme qui construit des tours pour gratter le ciel, il semble qu'il n'ait aucun scrupule à pousser dans la boue quiconque se met sur son chemin. On doit se demander, à quoi bon pouvoir s'offrir tout au monde si l'on ne peut pas se permettre qu'on nous dise que l'on a tort? L'effet fut instantané et explosif. À midi, l'article avait été partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Les hashtags boycott orangerie et Dubois Lafayette devinrent viraux. Les sections de commentaires sur la Fourchette dorée et d'autres plateformes de médias sociaux étaient un brasier de fureur publique. Clara, suivant les instructions de David, observa tout cela se dérouler depuis le calme de son appartement. C'était surréaliste. Des inconnus la défendaient passionnément, la qualifiant de courageuse, d'héroïne. Ils partageaient leurs propres histoires d'abus au travail aux mains de patrons puissants. Elle avait été une seule voix inaudible. Maintenant, elle faisait partie d'un chœur. Pour Marc Théron, les retombées furent un cauchemar éveillé. Les téléphones à l'orangerie, qui sonnaient habituellement sans arrêt pour des demandes de réservation, étaient soit silencieux, soit occupés par des appelants criant sur ses hôtesses. Le système de réservation en ligne était inondé de fausses réservations sous des noms comme « Justice pour Clara » et « Tartego ». Les pages Yelp et Google de l'orangerie furent bombardées d'avis à une étoile, chacun faisant référence à l'article de la Fourchette dorée. Son rêve, son étoile Michelin, était en train d'être immolé sur le bûcher de l'opinion publique. Julien Dubois était isolé de telles préoccupations communes, mais même sa tour d'ivoire n'était pas insonorisée. Le premier signe de problème ne vint pas des médias sociaux, mais de sa propre sphère d'influence. Il devait être l'invité d'honneur d'un grand gala de charité pour l'hôpital pour enfants de la ville, un événement classique pour redorer son blason. Cet après-midi-là, la présidente du gala, une formidable dame de la haute société nommée Béatrice de Courville, l'appela personnellement. « Julien, dit-elle, sa voix comme de l'acier glacé. Nous avons une situation. Le comité junior est en ébullition à propos de cette histoire de serveuse. Il menace de manifester au gala si vous êtes l'invité d'honneur. Cela devient un cauchemar de relations publiques pour l'hôpital. » Dubois était incrédule. « Béatrice, c'est une invention d'une employée mécontente. C'est absurde. »« J'en suis sûr, dit-elle, bien que son ton suggérât le contraire. Mais l'image, Julien, est tout simplement épouvantable. Le conseil d'administration a décidé qu'il serait préférable que vous vous retiriez en tant qu'invité d'honneur de cette année. Peut-être faire un don important et discret à la place. Nous publierons une déclaration commune citant un conflit d'agenda. » Dubois fulminait. C'était la première fois de sa vie d'adulte qu'une porte lui était fermée. Il ne s'agissait pas du gala. Il s'agissait du principe. La poussière, incroyablement, lui entrait dans les yeux. Sa fureur n'était pas dirigée contre la foule anonyme en ligne, mais contre la source. Il fit irruption dans le bureau de Robert Leclerc. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» rugit-il, jetant une tablette avec l'article de la Fourchette dorée sur le bureau de l'avocat. «
Pourquoi cette histoire est-elle partout? Je t'avais dit de régler ça. Leclerc, un homme rarement intimidé, tressaillit. Nous avons déposé une requête en irrecevabilité, Julien. C'est une tactique extrajudiciaire, une campagne médiatique. C'est minable. Je me fiche de ce que c'est. Tu l'as. Beugla Dubois. Poursuis la blogueuse pour diffamation. Poursuis-la. Serveuse pour avoir respiré. Je veux que tu l'écrases. Je veux qu'elle regrette le jour de sa naissance. Double l'offre. Non, triple-la. 25 000 €. Fais-lui signer la clause de confidentialité et faire une rétractation publique. Leclerc savait que c'était une mauvaise idée. Une offre augmentée était un aveu de culpabilité. Mais il savait aussi qu'il ne fallait pas discuter avec Dubois dans cet état. Il envoya la nouvelle offre à David Martin. La réponse revint en moins de 5 minutes. C'était une autre phrase unique. La cliente de Maître Martin n'est pas à vendre. Le message était clair. Il n'avait jamais été question d'argent. Le procès n'était que le coup d'envoi. La véritable guerre était celle du récit. Et en ce moment, devant le tribunal de l'opinion publique, Clara Lemoine était en train de gagner sans dire un seul mot. La crise de relations publiques, que Julien Dubois avait supposé être une tempête de 24 heures, s'intensifia en un ouragan de catégorie 5. L'article de Geneviève Moreau fut repris par les grands médias, chacun y ajoutant sa propre touche. Une équipe de télévision locale réalisa un reportage devant l'Orangerie, interviewant des clients qui exprimaient désormais leur dégoût. Un journal national publia un article de fond sur la culture du harcèlement des milliardaires, utilisant Dubois comme principal exemple. La marque Dubois, soigneusement cultivée pendant des décennies pour représenter le pouvoir, le succès et un luxe impénétrable, était désormais associée à la mesquinerie et à la cruauté. Cela commença à avoir des conséquences financières tangibles. Dubois était dans les dernières phases de négociation d'un projet de réaménagement urbain massif avec un conseil municipal progressiste et soucieux de son image. Le projet, d'une valeur de plusieurs milliards d'euros, était son nouveau joyau de la couronne. Soudain, les membres du conseil, qui avaient été des partisans enthousiastes, évitaient ses appels. L'une d'entre eux, une jeune femme ambitieuse nommée Maria Flore, lui dit finalement la vérité lors d'un appel téléphonique brutal. « Julien, mes administrés inondent mon bureau de mai à propos de cette histoire de serveuse. Des groupes communautaires menacent de faire un piquet de grève lors du vote. Je ne peux pas soutenir publiquement un projet mené par quelqu'un qui est devenu l'emblème de l'arrogance patronale. Politiquement, c'est du poison. » L'accord n'était pas mort, mais il était en soins intensifs. Le fondement du monde de Dubois, l'idée que son argent et son pouvoir le rendaient immunisé contre les conséquences, commençait à s'effriter. Aveuglé par la fureur, il décida de prendre les choses en main, contre l'avis pressant de son équipe de communication et de Robert Leclerc. Il allait leur montrer à tous. Il contrôlerait lui-même le récit. Il accepta une interview exclusive avec un présentateur de nouvelles financières bien connu, un homme qu'il considérait comme un ami. Il avait l'intention de projeter la force, de rejeter les allégations comme une campagne de dénigrement sans fondement et de réaffirmer sa domination. C'était une erreur de calcul catastrophique. En direct à la télévision, sous les lumières vives et impitoyables, son arrogance se traduisit par un manque total d'empathie. Toute cette affaire, commença Dubois avec un sourire condescendant, est un exemple classique de notre culture moderne de la victimisation. Une employée subalterne fait une erreur, est licenciée, puis cherche à extorquer un individu prospère avec l'aide d'un avocat parasite. C'est une histoire triste mais commune. Le présentateur insista. « Mais qu'en est-il des détails, monsieur Dubois ? Les partisans de Mademoiselle Lemoine disent qu'elle ne faisait qu'énoncer un fait historique. » « C'était une serveuse, » ricana Dubois en agitant la main avec mépris. Son travail consistait à verser du vin, pas à donner des cours d'architecture. Qu'elle ait eu raison ou tort n'a aucune importance. C'était une question de professionnalisme et de respect pour un client, un principe que ma génération semble mieux comprendre que la sienne. L'interview fut un désastre. Son utilisation de « employé subalterne », son rejet de la vérité comme non pertinente et sa pique générationnelle jetèrent de l'huile sur le feu. Le clip devint viral, les commentateurs décortiquant chacun de ses mots. Il n'avait pas l'air d'un puissant capitaine d'industrie. Il avait l'air d'un tyran gâté et déconnecté des réalités. Pendant que Dubois s'auto-immolait à la télévision nationale, Marc Théron touchait le fond. L'Orangerie était une ville fantôme. Il avait dû réduire les heures de son personnel et l'énergie vibrante de son restaurant de rêve avait été remplacée par une morosité funèbre. Ses investisseurs appelaient, exigeant de connaître son plan pour atténuer les dommages causés à la marque.
Son rêve d'une étoile Michelin avait été remplacé par le cauchemar très réel de la faillite. Il avait appelé le bureau de Dubois une douzaine de fois, pour être à chaque fois bloqué par des assistants. Dubois, l'homme pour qui il avait sacrifié son employé et ses principes, l'avait lâché. Il était un dommage collatéral. Ce soir-là, assis seul dans son restaurant vide, fixant l'avis de saisie qu'il avait reçu ce jour-là, Marc Théron comprit enfin la profondeur de son erreur. Il avait passé un pacte avec le diable, et le diable avait pris son âme et lui avait laissé la facture. Dans un dernier acte de désespoir, il chercha le numéro de Martin, Whittaker et Doyle. Il serra son téléphone, sa main tremblant, et passa l'appel qui allait tout changer. « Cabinet de Maître Martin, bonjour », répondit une réceptionniste polie. « Je m'appelle Marc Théron », dit-il, sa voix à peine un murmure. « Je dois parler à Maître Martin. C'est à propos de l'affaire Clara Lemoine. Je suis le propriétaire de l'orangerie. » Il y eut une pause. « Veuillez patienter. » Quand David arriva en ligne, sa voix était professionnellement neutre. « Monsieur Théron. »« Maître Martin. »« David, » dit Marc, ravalant un sanglot. « J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Dubois, il m'a menacé. Il m'a forcé à la virer. J'ai des enregistrements, des messages vocaux. Il m'a dit de me débarrasser d'elle. Il m'a dit comment gérer le procès. J'ai été un imbécile. » David écouta patiemment, les rouages de son esprit tournant rapidement. C'était le levier qu'il attendait. « Que voulez-vous, monsieur Théron » demanda David, son ton toujours indéchiffrable. « Je veux m'en sortir » plaida Marc. « Abandonnez les poursuites contre moi et mon restaurant. En échange, je vous donnerai tout. Je témoignerai sous serment de toute la conversation. Je fournirai les messages vocaux du bureau de Dubois. Je serai votre témoin principal. » C'était la trahison ultime, le pion se retournant contre le roi. David sentit une froide vague de victoire. Dubois avait bâti son empire sur l'hypothèse que des hommes comme Marc étaient trop faibles et trop effrayés pour jamais le défier. Il avait fondamentalement mal compris qu'un animal acculé est le plus dangereux. « Monsieur Théron, » dit David, une nouvelle chaleur entrant dans sa voix. « Je pense qu'il est temps que vous et moi ayons une réunion. Parlons de votre avenir et parlons de celui de monsieur Dubois. » Avec la défection de Marc Théron, David Martin détenait un avantage inattaquable. Il possédait une déclaration sous serment et des journaux de messagerie vocale d'un témoin clé prêt à témoigner contre Julien Dubois. Un procès public serait un massacre, mais David visait une victoire plus rapide et plus personnelle. Il voulait une reddition formelle. Il envoya un email laconique à l'avocat de Dubois, Robert Leclerc, exigeant une conférence de règlement. L'objet était simple. Mon bureau, vendredi, 10 heures. Non négociable. Le corps de l'email contenait un résumé des preuves accablantes de Théron. La réponse fut rapide, nous y serons. L'atmosphère dans la salle de conférence du 45e étage était électrique de tension. Clara était assise à côté de David, son calme contrastant fortement avec la tempête qui grondait en elle. Elle n'était plus une victime effrayée, mais une plaignante au bord de la victoire. À 10 heures précises, Julien Dubois entra, flanqué d'un Leclerc au visage sombre. L'aura habituelle de confiance suprême du milliardaire avait disparu, remplacée par une fureur rigide et à peine contenue. Les fissures dans sa façade étaient évidentes dans les rides de fatigue autour de ses yeux. Il ignora délibérément Clara, fixant son regard sur David. Quelques instants plus tard, un Marc Théron blême fut introduit avec son avocat, prenant place à l'autre bout de la table, comme un homme attendant son jugement. David commença sans préambule, sa voix tranchant le silence. « Messieurs, passons les plaisanteries. Nous ne sommes pas ici pour négocier. Nous sommes ici pour discuter des termes de la reddition de M. Dubois et de M. Théron. » Leclerc objecta immédiatement. « Attendez un peu, Martin, mon client est prêt à faire une offre généreuse. »« Gardez-la, Robert, » interrompit froidement David. « Votre client est en position d'accepter des exigences, pas de faire des offres. Vous avez vu la déclaration de M. Théron. Vous savez qu'il témoignera que M. Dubois a malicieusement ordonné le licenciement de Mademoiselle Lemoine et a ensuite orchestré une dissimulation. Un jury ne se contenterait pas de donner raison à ma cliente. Il ferait un exemple de M. Dubois. Les dommages-intérêts punitifs seraient catastrophiques pour son image publique. » David laissa le poids de ses mots s'installer avant de faire glisser 3 documents sur la table polie. Premièrement, le règlement financier pour Mademoiselle Lemoine. Leclerc parcourut le papier, ses yeux s'écarquillant presque imperceptiblement. La somme était de nature à changer une vie, plus que suffisante pour assurer l'avenir de sa mère et le sien. C'était une somme conçue non seulement pour compenser, mais pour marquer les esprits.
Deuxièmement, continua David, notre arrangement avec M. Théron. Ma cliente abandonnera les poursuites contre le groupe L'Orangerie. En retour, M. Théron mettra en place une nouvelle politique des droits des employés rédigée par ce cabinet et fera un don important à un fonds de défense juridique des travailleurs de la restauration. Marc Théron leva les yeux, une vague de soulagement profond l'envahissant. Et troisièmement, dit David, sa voix s'abaissant avec gravité alors qu'il poussait le dernier papier directement devant Dubois, c'est la condition la plus importante. Elle est absolument non négociable. Ce n'était pas un document financier. C'était le projet d'excuses publiques. Vous signerez des excuses complètes et sans réserve à mademoiselle Clara Lemoine, ordonna David. Vous admettrez que votre affirmation historique était inexacte et que vous avez agi de manière malveillante en exigeant son licenciement. Vous louerez son intégrité. Ces excuses seront imprimées à vos frais en pleine page dans les 3 plus grands journaux de la ville et publiées sur leur site web. Le silence était assourdissant. Pour Dubois, l'argent était une contrariété, mais ceci était une exécution de son ego. C'était une déclaration publique qu'il était faillible, qu'il avait eu tort et qu'une serveuse l'avait vaincu. Cela niait le cœur même de son identité. Son visage se crispa de haine, et il croisa enfin le regard de Clara. Il y chercha du triomphe ou de la cupidité, mais ne trouva qu'un calme tranquille et inébranlable. Elle ne jubilait pas. Elle témoignait simplement. C'est de l'extorsion, siffla Dubois, sa voix un grognement sourd. Clara parla pour la première fois, sa voix claire et stable, remplissant la pièce de sa simple puissance. Non, dit-elle. C'est une conséquence. La vérité ne coûte rien, monsieur Dubois. Mais mentir, semble-t-il, peut coûter très cher. Ces mots, un écho direct de la confrontation qui avait tout déclenché, furent le coup de grâce final. Dubois se tourna vers son avocat pour une échappatoire, mais Leclerc secoua la tête d'un mouvement infime. Il n'y en avait aucune. Vaincu, d'une main qui tremblait de rage contenue, Julien Dubois prit un stylo et signa les documents. Il signa pour renoncer à son argent et, plus important encore, il signa pour renoncer au mythe de sa propre invincibilité. Il sortit de la pièce en trombe, un homme diminué, laissant son pouvoir et sa fierté brisés sur la table de conférence. Clara se tenait près de la fenêtre, contemplant la ville en contrebas. David la rejoignit, la tension quittant enfin ses épaules. Ses excuses le suivront pour le reste de sa vie, dit-il doucement. Mon père aurait aimé ça. Merci, David, dit Clara, la voix remplie d'émotion. Ne me remerciez pas, répondit-il avec un sourire sincère. C'est vous qui avez eu le courage de dire la vérité. Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour s'assurer que le monde écoutait. À travers l'horizon, la tour du bois se dressait fièrement, mais pour Clara, ce n'était plus un symbole de pouvoir intouchable. C'était juste un bâtiment, un monument creux à un homme à qui l'on avait enfin appris que si l'argent peut acheter le silence, il ne peut jamais acheter la vérité. L'histoire de Clara n'est pas seulement celle d'une serveuse qui prend sa revanche sur un milliardaire. C'est un puissant rappel que l'intégrité est un bouclier et que la vérité est une arme que n'importe qui peut manier. Elle nous montre que le courage n'est pas toujours un rugissement. C'est parfois la voix calme à une table bruyante qui refuse de laisser passer un mensonge. Dans un monde qui semble souvent dominé par les puissants et les riches, la victoire de Clara prouve qu'une seule personne, armée des faits et refusant de reculer, peut changer l'équilibre du pouvoir. Son parcours, de la ruelle derrière l'orangerie au dernier étage d'un cabinet d'avocats, témoigne de l'idée que la justice n'est pas seulement pour ceux qui peuvent se la permettre, mais pour ceux qui sont assez courageux pour l'exiger. Qu'avez-vous pensé de l'incroyable histoire de résilience de Clara? Qu'auriez-vous fait à sa place? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si son combat pour la justice vous a inspiré, merci de donner un pouce bleu à cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies d'outsiders qui se sont battus et ont gagné. Votre soutien nous aide à continuer de partager ces récits importants. Merci de votre attention.